toujours d'incertitude en Espagne, où le vieux Caudillo n'en finit pas de mourir, tandis que Juan Carlos n'est pas encore tout à fait roi. Je vous propose de regarder un document filmé par la télévision suisse quelques mois après la désignation de Juan Carlos comme successeur de Franco. Document dans lequel le prince d'Espagne s'expliquait pour la première fois devant une caméra. C'était hier, l'Espagne de Franco. Aujourd'hui, le vainqueur de la guerre civile agonise. Et celui qui, pendant 6 ans, a vécu dans l'ombre du Caudillo va lui succéder. Il y a 6 ans, le 23 juillet 1969, au Cortés, le Parlement espagnol, le généralissime annonçait aux députés, qui venaient de plébisciter à une écrasante majorité cette décision, la désignation de Juan Carlos comme son successeur à la tête de l'État espagnol, conformément aux règles constitutionnelles. Le général Franco est vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir ou résoudre notre crise de 1936. Après ça, il a joué politiquement pour nous en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et à part ça, pendant ces dernières 30 ans, il a mis les bases pour un développement que dans nos jours, vous-même, vous pouvez constater. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Répondant au désir exprimé par le généralissime Franco au père de Juan Carlos, le prince a durant 4 longues années reçu une formation militaire complète. D'abord à l'école d'infanterie de Saragossa, puis à l'académie navale de Marigne, enfin à l'école de l'air de San Javier, études sanctionnées à chaque fois par le grade de lieutenant dans les 3 armes. Éducation de soldat qui a donné à Juan Carlos de solides amitiés dans l'armée. Mais si son père donne son accord pour les académies militaires, il ne l'est plus d'accord lorsque le général Franco choisit son fils comme héritier désigné de la couronne d'Espagne. Pourtant, Juan Carlos accepte. Il a désormais maison militaire et civile, une résidence, Zarzuela et un bureau, des fonctions officielles. Dans le cabinet de travail du prince, à côté du portrait de son grand-père, Alphonse XIII, et en évidence sur la cheminée, la photo de son père, le comte de Barcelone. Je vais vous poser une question que vous allez peut-être juger indiscrète, mais quelles sont vos relations avec monsieur votre père? C'est bien de l'appeler indiscrète ou intime, mais j'aime bien que vous me posiez cette question parce qu'elle est toujours dans les journaux. Mais comme fils, j'ai des relations parfaites, et énormément bonnes. J'ai une très grande admiration pour lui, un très grand respect. J'ai appris de lui, j'ai eu les meilleures leçons de patriotisme, d'amour d'Espagne aussi. Et à part ça, j'aimerais bien vous dire que les gens que des fois tâchent de se mêler de nos affaires intimes, ils n'en savent pas où ils vont et ils ne pourront jamais nous séparer. Être roi, cela s'apprend. Et pendant 6 ans, le prince héritier parcourra toutes les provinces d'Espagne, prenant contact avec ses futurs sujets. Monseigneur, est-ce que vous pensez que le peuple espagnol, je veux dire l'homme de la rue, est monarchiste dans l'âme? Je suis convaincu que la monarchie a des fortes racines dans le peuple espagnol. N'oubliez pas que par 2 fois consécutives, dans les derniers 20 ans, le peuple espagnol a voté dans les urnes sa préférence pour la monarchie. À part ça, la monarchie comme telle institution doit être par-dessus les intérêts et les groupes pour pouvoir garantir une vie politique et les différents courants d'opinion
pour le meilleur service des Espagnols dans une coexistence, un progrès et un ordre. À la veille de son avènement, l'ancien cadet des Trois Armes a, d'entrée de jeu, le soutien de l'armée. Ces militaires, aujourd'hui arbitres d'une succession délicate. Ce pouvoir, qu'en fera-t-il? Au Portugal, on est toujours au bord de la guerre civile. Le gouvernement fait preuve de fermeté, verbale, l'extrême gauche occupe la rue et la droite lance des bombes. Et puis il y a l'échéance du 11 novembre. Mardi prochain, en effet, l'Angola, le plus grand des territoires portugais d'outre-mer, accédera à l'indépendance. Une indépendance noyée dans le sang d'une guerre civile qui oppose non seulement les trois mouvements de libération angolais, mais également des Portugais qui ont choisi leur camp, communistes, anticommunistes. On peut dire que la guerre civile portugaise a déjà commencé en Angola. Et de ce fait, l'issue de la bataille en cours dans ce grand territoire d'Afrique aura des incidences automatiques sur la situation dans l'ancienne métropole.